Salut à tous. Alors, on est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir. Et cette fois-ci, on va essayer de voir le lien entre cette psychologie authentique nietzschéenne et le rapport au surhumain. Je vous rappelle que vous avez plusieurs liens dans la description, notamment un lien vers mon site, si vous voulez voir les cours, les formations, les e-books, les autres produits que je propose. N'hésitez pas à rejoindre aussi la communauté, c'est à peine 5 € par mois. Si vous prenez à l'année, vous avez 2 mois gratuits et je vous offre des exercices en exclusivité. De même, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, le lien aussi est dans la description. Et cette année, la newsletter porte sur comment écrire son propre manifeste, donc les valeurs qui vont diriger votre vie. Voilà, on commence. Donc sur la psychologie authentique et le surhumain. Celui qui aspire à peu de sommets et de montagnes doit se débarrasser de la morale et des préjugés, mais aussi et surtout, il doit se débarrasser du réflexe métaphysique. Le réflexe métaphysique, c'est le fait d'adoucir la réalité ou de retourner de nouveau dans un endroit connu ou un arrière-monde, ce qui empêche le philosophe de réellement philosopher selon Nietzsche. C'est pourquoi il dit, je cite, un stade certes très élevé de formation est atteint lorsque l'homme parvient à surmonter les concepts et les peurs de nature superstitieuse et religieuse et, par exemple, cesse de croire aux chers petits anges ou au péché originel et qu'il a aussi désappris de parler du salut des âmes. S'il est à ce stade de libération, il lui faut encore, par la plus haute tension de sa réflexion, surmonter la métaphysique. Fin de citation. Et vous trouvez ça dans Humain trop humain, à la section 1. En effet, il est temps d'en finir avec les mauvaises interprétations et les tromperies de l'imagination. Il est temps de comprendre les symptômes maladifs de l'humain, de ce qu'il a bâti et de l'en guérir. Il évitera ainsi de prendre des visions et autres mysticismes pour du divin et les traitera comme elles doivent être traitées, des états morbides et maladifs. La psychologie authentique se doit donc, en vue du surhumain, de trouver quels instincts sont en faveur de la vie, en faveur de la puissance, afin de les favoriser, et quels instincts dénigrent la vie, sont en faveur d'un appauvrissement de celle-ci, afin de les éviter. La question la plus importante sera alors celle de la valeur de la vie apportée selon tel ou tel instinct. Ce qui me fait penser à ceci de Bergson, afin d'appuyer un peu ce propos. Je cite, l'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre. Fin de citation. La citation, elle est tirée des deux sources de la morale et de la religion. Et moi, je l'ai trouvée dans Bergson, un recueil dirigé par Camille Ruquier, et dans la contribution de Nicolas Rousseau, dans Le sens du surhumain chez Bergson et Nietzsche. C'est aux éditions Serre 2012. Bref, la psychophysiologie est la méthode par excellence pour purifier les pulsions travesties et les adoucissements de la réalité. Avec elle, Nietzsche montre que les valeurs défendues ne sont que des interprétations et non pas des vérités absolues, immuables ou encore éternelles. Cette méthode lui permet de montrer que les interprétations de surface, présentes à la conscience, sont tirées d'interprétations plus originaires et de la volonté de puissance. L'exemple le plus complet de cette méthode se trouve dans la généalogie de la morale, lorsque Nietzsche déconstruit la morale en profondeur et montre la pourriture qui a pris sur ses racines. En effet, pour Nietzsche, je cite, toute philosophie cache aussi une philosophie, toute opinion est aussi une retraite, toute parole un masque. Fin de citation. Ça signifie que toute interprétation est un masque, or Nietzsche veut dévoiler ce qu'il y a en dessous des masques afin d'y dénoncer les interprétations travesties ou d'y annoncer les interprétations favorables à la vie. Dit autrement, ce que Nietzsche cherche à faire, c'est de savoir si l'interprétation et son origine sont pour la croissance et la santé ou si elles sont pour la décroissance et la mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nomme Nietzsche le philosophe de la santé. Les interprétations qui doivent avoir le plus de valeur à nos yeux pour Nietzsche sont celles en adéquation avec la volonté de puissance. Mais si Nietzsche met sur un piédestal les passions, ce n'est pas non plus pour les voir se déchaîner, bien au contraire. Le déferlement des passions n'est pas viable pour la vie, c'est pourquoi quelque chose doit être fait afin de modérer les instincts bruts, comme c'est le cas par exemple pour le plaisir sexuel.
On ne veut pas non plus l'abstinence, mais la modération. Il existe pour Nietzsche 6 méthodes afin de combattre une pulsion et d'en modérer son flux. Mais une seule nous intéresse ici. Le mode de manifestation des instincts qui nous intéresse pour le surhumain, c'est ce que Nietzsche appelle la spiritualisation, car c'est l'instrument qui permet au mieux de se dominer soi-même. Il me semble que cette manifestation a un rapport avec tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et de la raison, car la raison est le résultat non pas de l'abolition des passions, mais de leur affinement. De plus, il faut comprendre que la spiritualisation ne supprime pas un instinct. C'est le même instinct qui est simplement transformé ou envoyé vers une nouvelle voie. En effet, Nietzsche dit, je cite, entre les bonnes et les mauvaises actions, il n'y a pas de différence de genre, mais tout au plus de degré. Fin de citation. De plus, comprendre cela permet de se mettre en voie vers le surhumain, puisque, je cite, comprendre ceci peut provoquer de profondes souffrances, mais il y a par la suite une consolation. De telles douleurs sont des douleurs d'enfantement. Chez ces hommes qui sont aptes à cette tristesse, qu'il y en aura peu, se réalise la première tentative indiquant si l'humanité peut se changer d'humanité morale en humanité sage. Fin de citation. Ces hommes dont parle Nietzsche sont très certainement des esprits libres, les hommes qui devront se charger de faire advenir le surhumain. Ce qu'on verra quand je parlerai du chapitre sur la politique et le surhumain. Alors pour ne prendre qu'un exemple, le plaisir sexuel. Il se retrouve fortement spiritualisé chez l'être humain, de sorte que, je cite, le degré et la nature de la sexualité chez l'homme atteignent le plus haut sommet de son esprit. Fin de citation. La spiritualisation, selon Patrick Voeteling, qui est un commentateur reconnu de Nietzsche, je cite, n'est pas la négation de l'instinct, mais son affinement, son expression sous une forme atténuée. La recherche de la spiritualisation ne consiste pas à étouffer la violence d'un instinct ou d'un affect, mais à modérer sa puissance en déplaçant son point d'application. Fin de citation. Alors ça, ce passage-là, vous le retrouvez dans La pensée du sous-sol de Voeteling, qui est aux éditions Alia. Bref, on comprend alors que Nietzsche ne veut pas de passions déchaînées, mais des passions modérées, et que le surhumain est celui qui est capable de cet affinement, de cette spiritualisation, qui n'est autre que la parfaite maîtrise de soi. Bien entendu, maîtriser ses affects ne veut pas dire surhumain. Il y a une bonne et une mauvaise utilisation de la spiritualisation. Il suffit de voir, selon Nietzsche, la morale chrétienne. C'est pourquoi la psychophysiologie est d'un grand secours pour faire advenir le surhumain. Pour reprendre l'exemple de la sexualité, elle peut être spiritualisée d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Il suffit, selon Nietzsche encore, de voir l'amour chrétien, qui énonce de façon ironique que ceux-ci n'ont même pas vu que leur amour n'était que de la sexualité spiritualisée, eux qui ont condamné le corps alors que c'est de celui-ci qu'ils tiennent leur propre valeur. En effet, grâce à la méthode généalogique de la psychophysiologie, Nietzsche dénonce l'amour chrétien comme étant un désir de nouvelles propriétés. Pour lui, le véritable amour s'apparenterait plus à de l'amour-amitié. Ainsi, le problème de la spiritualisation et de l'avenir incertain du surhumain semble tenir du fait que jusqu'à présent, personne, ou peu de personnes, n'a pris la peine de se demander comment on pouvait spiritualiser, embellir, affiner, oserais-je même aller jusqu'à dire diviniser un instinct. Au contraire, jusqu'alors, nous ne tentions que de les détruire. Ce qu'affirme Nietzsche lorsqu'il dit, je cite, « Le remède, la castration et l'extirpation est employé instinctivement dans la lutte contre le désir par ceux qui sont trop faibles de volonté, trop dégénérés, pour pouvoir imposer une mesure à ce désir. Par ces natures qui ont besoin de la trappe pour parler en images et sans images, d'une définitive déclaration de guerre, d'un abîme entre eux et la passion. » Fin de citation. En conséquence, un instinct spiritualisé, comme on vient de le montrer avec l'exemple du plaisir sexuel, peut l'être sous différentes formes et différentes voies. Mais comme nous n'avons jamais cherché qu'à détruire les passions et non pas à en comprendre le secret mécanisme, nous n'avons pas vu que nous avions transfiguré tel ou tel instinct de la pire des manières possibles, et qu'une ou plusieurs autres voies sont possibles, des voies plus nobles, plus fortes, plus en adéquation avec la vie. Or, c'est ce genre d'affinement dont le surhumain a besoin, et c'est donc ce qu'il faudra chercher si nous voulons le faire advenir.
Le surhumain doit donc posséder et affiner des valeurs en adéquation avec la volonté de puissance. Pour cela, il doit spiritualiser ses affects afin de ne pas y succomber. Ça signifie qu'il doit les maîtriser avec rigueur et fermeté et qu'il doit leur offrir une nouvelle voie pour se décharger au besoin. Bien entendu, les affects qu'il privilégie ne sont toujours que la victoire d'un affect sur d'autres. La maîtrise de soi passe par l'affinement des instincts, et autre chose encore, la force de la volonté sera plus ou moins grande selon qu'on arrive ou non à vivre en se dispensant de donner du sens aux choses, en refusant tout réflexe métaphysique. Le surhumain devra donc être celui dont la puissance est assez grande pour pouvoir se passer de tout adoucissement de la réalité. Alors est-ce certain? Est-ce qu'il n'y a pas besoin quand même d'un peu d'art? On pourrait y réfléchir et j'y réfléchirai plus en détail à l'écrit dans mon livre. Donc le surhumain, comme on le comprend à présent, doit être un certain type d'homme et non pas un homme évolué au sens biologique. C'est un homme que l'on doit vouloir faire advenir. Et cet homme devra avoir la grande santé, c'est-à-dire dire oui à la vie. Tout le paragraphe 4 de l'Antéchrist nous le fait comprendre. Je cite: le problème que je pose ainsi n'est pas de savoir ce qui doit remplacer l'humanité dans la suite des êtres, l'homme est un terme, mais quel type d'homme on doit dresser, on doit vouloir comme type d'une valeur plus élevée, plus digne de vivre, plus sûr d'un avenir. Ce type d'une valeur plus élevée s'est déjà assez souvent présenté, mais comme un heureux hasard, comme une exception, jamais comme résultat d'une volonté. Fin de citation. Pour Nietzsche, le but de tout ceci est donc de faire advenir le surhumain. C'est un projet humain pour humain, afin de donner la grande santé à un grand nombre d'humains et que celle-ci ne soit plus le simple fruit du hasard. Mais aussi de faire cesser la dégénérescence humaine. Bien sûr, encore faut-il pouvoir mettre tout ceci en place et que les humains le veulent. Celui-ci, redisons-le, doit être un maître de domination de soi-même. C'est pourquoi il trouve que ce qu'il y a de plus beau dans un génie, dans un homme supérieur, c'est, je cite, le spectacle de la force qu'un génie emploie, non à des œuvres, mais lui-même comme œuvre. Fin de citation. En effet, je cite encore, et la vie elle-même m'a dit ce secret. Vois, dit-elle, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. Fin de citation. Un autre facteur du surhumain est que celui-ci doit avoir une forte richesse souterraine. Il faut être riche en opposition pour être fécond. Celui qui a le plus d'opposition, selon Nietzsche, c'est-à-dire une vaste plaine d'instincts, et qui les maîtrise, sera des plus puissants et des plus en adéquation avec la vie. Donc afin de faire advenir le surhumain grâce à la psychophysiologie, il faut pousser l'humain à s'enquérir de la grande santé. Qu'est-ce donc que la grande santé? C'est l'expression de la volonté de puissance. Un homme se retrouvant en état de grande santé ne peut être qu'un surhumain, puisqu'il sera alors l'expression même de la volonté de puissance, et donc de la vie, dans sa manifestation humaine. Pour Nietzsche, la vie, qui est volonté de puissance, doit être la valeur suprême pour l'humain. Au diable le souverain bien aristotélicien, la vie est ce qui doit primer. Cette grande santé, c'est donc un état d'augmentation ininterrompue de la volonté de puissance. À savoir que celle-ci n'exclut en rien la douleur et la maladie. En effet, je cite, à l'école de guerre de la vie, ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. Fin de citation. C'est pourquoi un César Borgia ou un Napoléon ou un Léonard de Vinci peuvent être cités comme surhumains par Nietzsche. La grande santé ne veut pas dire la grande prudence. Au contraire, il faut savoir risquer. Et ce n'est qu'avec cette grande santé, qui accepte même la maladie, que peut advenir le surhumain. Aussi, selon la théorie de la volonté de puissance, l'interprète a de l'existence comme devenir perpétuel et affect, mais il n'a pas d'être à proprement parler. Il peut être vu comme un processus, et en cela, on pourrait le rapprocher de Bergson lorsqu'il dit qu'il n'y a que de l'instable, et que c'est l'homme qui se crée du stable, car il échoue à se représenter la réalité comme instabilité continuelle du fait du statut que possède sa raison. En conséquence, Nietzsche dit que l'agir est tout. Pour résumer, la psychologie idéaliste n'est que le symptôme de la dégénérescence de l'humain en tant qu'il dénigre la vie. Il vient d'un instinct travesti et corrompu, souillé lors de sa spiritualisation.
toute la psychologie idéaliste et ce qui va avec la philosophie traditionnelle, la morale, n'est que le signe de la décadence humaine. C'est pourquoi Nietzsche élabore la méthode de la généalogie au travers de la psychophysiologie, qui se veut être l'étude des problèmes fondamentaux, c'est-à-dire des instincts et de leurs relations entre eux, ainsi que de leurs moyens de manifestation au regard de la théorie de la volonté de puissance. À partir de ces réflexions, on pourra ainsi juger si telle ou telle valeur, tel ou tel instinct, telle ou telle voie, prise par instinct, doit être favorisée, puisque il ou elle serait pour la vie, ou défavorisée, puisque il ou elle serait contre la vie. La compréhension de tout ceci et la mise en pratique permettra de parvenir à ce que Nietzsche appelle la grande santé, et qui est le propre même de la volonté de puissance, et donc le propre même du surhumain. Des études plus approfondies des valeurs à l'avenir permettront donc de mieux cerner ce que pourrait être le type surhumain, ce qu'il peut être et ce qu'il doit être. Plus ces recherches seront approfondies, plus le surhumain sera approché. Il n'est pas sûr que ce soit actuellement le cas. On a vu en quoi la métaphore de la psychophysiologie pouvait aider l'arrivée d'un type surhumain, ainsi que, dans une certaine mesure, la psychologie du caractère surhumain, à savoir un monstre de domination. En bref, le fait de retrouver les instincts cachés derrière telle ou telle pensée, c'est permettre de sortir du cercle vicieux qui est la reproduction des schémas de nos ancêtres. En fin de compte, la psychophysiologie n'est autre que l'instrument permettant à l'humain de se redonner une perspective d'avenir. Il nous faut à présent réfléchir sur cette mise en pratique du surhumain, au travers de la métaphore de la politique. Donc la prochaine fois, on commencera le chapitre sur le lien entre la politique et le surhumain. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à aller voir tous les liens dans ma description. Encore une fois, vous avez pas mal de contenu sur mon site, des formations, des cours, des e-books, une communauté dans laquelle je vous donne des exercices une fois par semaine et on peut faire un retour, on peut échanger en commentaire sur le post de l'exercice. Donc ça c'est très bien si vous voulez vous entraîner à gagner en compétences réflexives et rhétoriques, donc sur l'art de la pensée et l'art de la parole. On s'entraîne beaucoup, je donne beaucoup d'exercices. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter. Encore une fois, elle est sur comment écrire son propre manifeste, donc comment trouver les valeurs qui dirigent votre vie et être cohérent finalement. Et puis après, si vous voulez gagner un peu d'autonomie, là pour le coup financière, pareil, je vous invite à regarder mes liens d'affiliation. Vous avez mon courtier notamment de Giro. Si vous passez par mon lien, vous avez, me semble-t-il, 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui est une bonne manière de commencer dans l'investissement en bourse. Et puis après, vous avez aussi un lien vers GoMining si vous voulez miner un peu de Bitcoin et devenir justement le plus indépendant possible financièrement. N'hésitez pas à aller voir tous mes liens d'affiliation d'ailleurs sur mon site. Il y en a utilitaires comme ça, mais il y en a aussi sur la santé. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!